je m'appelle Ghislaine, de mon nom civil. Mon nom spirituel, c'est Manta, donc c'est mon nom d'âme qui m'a été révélé par mon âme. Donc on va, au cours de cette rencontre, parler de beaucoup de choses, de beaucoup de plans, visibles, non visibles, matériels, spirituels. Mais bon, mon expérience personnelle veut que j'ai eu la grande chance, il y a une vingtaine d'années, de rencontrer une personne qui s'appelle Midao, qui a écrit pas mal de livres, dont Dialogue avec Dieu, dont Le Royaume, dont L'amour en marche. Enfin, peut-être que certains d'entre vous ont lu ces livres, Midao, qui est donc une personne qui m'a initiée à la connaissance, avec un grand C, la connaissance initiatique de ces mondes, et qui m'a permis d'apprendre, puisque beaucoup d'entre vous ont parlé de pratique. Qu'est-ce que c'est que la pratique? Il faut passer forcément par un apprentissage qui peut être court, qui peut être long, qui peut être difficile, qui peut être facile, selon notre niveau vibratoire aussi, selon notre karma, selon notre choix d'âme, notre chemin de vie. Bon, il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération. Moi, j'ai eu la chance donc d'avoir suivi cette personne pendant une dizaine d'années et d'avoir été un petit peu sur une autoroute par rapport à toutes ses connaissances, puisqu'elle avait, elle, déjà débroussaillé le terrain. Elle a travaillé avec des gens comme Patrick Drouot, dans le domaine des régressions mémorielles, etc. Et puis bon, elle était canal spirituel, donc on va définir aussi ce que c'est qu'un canal spirituel, la différence avec un médium, etc. Par ailleurs, donc ça c'est mon expérience spirituelle, donc j'ai communiqué avec mon guide pendant 4 ans. Ensuite j'ai communiqué avec Maitreya, qu'on appelle aussi Christ, pendant 2 ans, qui m'a fait travailler sur l'ego. Et depuis un voyage initiatique qui ne se voulait pas initiatique au départ, mais qui s'est révélé être initiatique au Pérou, j'ai entendu ce que j'appelle la source. Quel que soit le nom qu'on lui donne, pour moi c'est le niveau de conscience ultime auquel on peut accéder dans un corps de chair. Donc je viens de finir d'écrire un livre sur ce voyage initiatique au Pérou, dont je vous parlerai à la fin de ce partage, si vous êtes intéressés. Donc ça c'est pour mon expérience que j'appelle spirituelle. Donc depuis j'entends la source, donc je communique avec ce niveau de conscience le plus souvent possible, parce que dans nos quotidiens c'est pas toujours facile, hein. Tu le disais aussi, on est parfois brouillé, parasité, il y a beaucoup d'interférences, surtout en ce moment, on vit une période particulière où on est tiraillé entre le haut et le bas, entre la terre et le ciel. Et j'ai par ailleurs la chance d'avoir un métier qui me permet justement de m'ancrer régulièrement, puisque je pratique le Qigong, j'enseigne le Qigong, je forme des professeurs en Qigong. Donc c'est pour moi l'outil essentiel qui permet de garder les pieds sur terre. Et plus on a les pieds sur terre, plus on est enraciné à l'image d'un arbre, plus on peut s'élever directement vers le ciel. Donc cette notion de verticalité dont tu parlais, pour moi elle est essentielle. Il est essentiel de s'ancrer, de se centrer, de s'aligner, de faire un travail sur le physique si on veut vraiment faire un travail sur l'esprit, sur le spirituel. C'est indissociable. D'ailleurs, quand je fais une conférence sur le Qigong, sur la médecine traditionnelle chinoise et toute cette sphère-là, ce domaine-là, je commence toujours ma conférence par un petit schéma. Je vais bien en trouver un par là. Celui-là, par exemple. Je dessine d'abord une vague comme ça et je demande aux gens, mais qu'est-ce que vous voyez? Et tout le monde répond une vague, une onde, une vibration. Et ensuite, je dessine le yin et le yang. Et c'est cette vibration-là, moi celui-là n'est pas très significatif.
c'est cette vibration-là qui définit la vibration initiale, qu'on peut appeler Om dans la tradition indienne, qu'on peut relier à Saint Jean qui dit au commencement était le Verbe, qu'on peut relier à toutes les traditions qui identifient l'origine de l'univers comme étant une onde, une vibration. D'ailleurs, des chercheurs russes ont même cherché à découvrir ce qu'il y avait avant le Big Bang, qui est une explosion d'énergie, comme chacun le sait. Hein, l'univers est issu d'une formidable explosion d'énergie. Eh bien, avant l'avant Big Bang, ces scientifiques russes se demandaient de quoi il s'agissait, et ils ont découvert qu'avant l'énergie, il y avait l'information. Donc là aussi, on revient à cette notion d'information. Et donc, dans ce schéma du yin et du yang, j'explique aux gens qu'on a le yin en bas et le yang en haut, certes. Le yin étant la matière, le yang étant l'esprit, corps, l'esprit, la matière, l'information, la terre, le ciel, etc., qui sont dans notre conscience séparés. Ciel, terre, haut, bas, homme, femme, hein, mais qui dans la réalité ne sont qu'une seule et même chose, qui sont polarisées, qui sont simplement définies par notre regard, comme étant différenciées, mais qui sont les deux modalités d'expression d'une même chose. D'accord ? C'est ce que nous dit aujourd'hui la physique quantique, qui nous dit quoi ? Qui nous dit que, selon qu'on l'observe ou non, le plus petit, pardon, la plus petite particule subatomique connue, qu'on appelle le quantum, hein, donc on va reprendre cette idée de vague là. On a le yin et le yang. C'est important de commencer par là. Si on l'observe, elle se comporte de manière corpusculaire, c'est-à-dire comme une boule de billard. Si on ne l'observe pas, elle se comporte de manière ondulatoire. Et c'est la même chose. Hein, c'est ce que nous dit la physique quantique. Les Chinois l'ont compris il y a 5000 ans et ils l'ont résumé dans ce petit symbole tout simple. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que là aussi on en a un autre, là aussi on en a un autre, là aussi on en a un autre. C'est simplement le regard qu'on va poser sur la réalité qui va la définir. Sinon, la réalité n'est que vibration, et qu'énergie. C'est ce que vous a dit Einstein, toute énergie. Donc là, j'ai déjà un petit peu avancé dans ma définition de ce que j'appelle le visible. Hein, donc, le thème de la conférence, c'est du visible à l'invisible, suivez le guide. Alors, on va commencer par définir le visible. Qu'est-ce que le visible ? Le visible, à partir du XVIIe siècle à peu près, on a découvert la lentille. Hein, la lentille qui permet d'avoir des lunettes, qui permet de fabriquer des microscopes, qui permet de fabriquer des télescopes, donc d'observer l'infiniment petit au microscope ou d'observer l'infiniment grand au télescope, ou de corriger notre vision des choses, ou de regarder à travers ce qu'on appelle un objectif. D'accord ? Ce que l'on regarde à travers un objectif est devenu ce qu'on appelle notre monde objectif. Quand on dit que quelque chose est objectif, finalement, c'est comme ça qu'on définit la réalité. Mais finalement, cette réalité n'est que notre représentation à travers notre point de vue. Ta représentation à toi n'est pas la même que la représentation de Marie. Vous allez regarder la même chose, vous n'allez pas voir la même chose. Et on dit que c'est objectif. C'est totalement faux. C'est absolument subjectif. D'accord ? Donc on a fini, depuis le XVIIe siècle, et très rapidement à partir du XIXe siècle, surtout en Occident, par définir les choses telles qu'on les voit. Donc à tomber de plein pied dans une hallucination matérialiste d'un monde illusoire, imaginaire. Ce monde que l'on prétend objectif,
que l'on voit à travers notre petite lentille, n'est qu'une représentation individuelle qu'on va transformer dans notre cerveau en image, en son, en forme, qui appartient à chacun de nous et qui va être vraiment la représentation qu'on va s'en faire, qui est totalement subjective. Et du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, on a donc fini par considérer que ce que l'on voyait était la réalité. Or, chacun sait que ce qu'on voit ne représente que 10% de la réalité. C'est-à-dire que notre monde tangible tel qu'on le conçoit, la table, la chaise, moi, vous, ne représente dans cette pièce que 10% de ce qui est. Et comme par hasard, tout ce que je vous dis là, c'est scientifiquement reconnu, 10% de la réalité. Notre spectre énergétique, visible à l'œil nu, représente cette toute petite portion du spectre électromagnétique, d'accord, qui va des ondes les plus longues aux ondes les plus courtes, les rayons gamma qui sont fortement radioactifs, et les ondes longues radio qui peuvent faire des kilomètres. Ce qu'on appelle une longueur d'onde, c'est, par rapport à ce schéma, la longueur d'onde, ça va être cette portion-là, d'accord? Et puis on va avoir des ondes comme ça, ce sera cette portion-là. Puis on va avoir des ondes comme ça, ce sera cette portion-là. Puis des ondes comme ça, ce sera cette portion-là. Donc, selon le niveau sur lequel on se situe, on va avoir des fréquences différentes. Fréquences, c'est ce qu'on entend quand on écoute la radio. Or, ce que nous, humains, avec nos yeux de chair, on parlait de ce qu'on voit, ce qu'on voit pas, ça ne représente que cette toute petite portion-là, ici, là, avec le spectre lumineux de la lumière, qui va des infrarouges aux ultraviolets. D'accord? Donc du rouge au violet, on a le rouge qui correspond à notre premier chakra, le orange qui correspond à notre deuxième chakra, le jaune qui correspond à notre troisième chakra, le vert qui correspond à notre quatrième chakra, le bleu qui correspond à notre cinquième chakra, l'indigo qui correspond à notre sixième chakra et le violet qui correspond à notre septième chakra. Est-ce que vous avez déjà vu des chakras? Est-ce que vous avez déjà entendu parler des chakras? Est-ce que ça parle à tout le monde ou pas? Oui? Non, oui, mais c'est très vague pour moi. Très vague. Donc là, je suis en train de définir le visible, d'accord? Cette petite portion-là qui représente notre réalité tangible, c'est-à-dire 10% de la réalité avec un grand R, qui n'est qu'un champ de potentialité, d'accord? Puisque vous voyez bien que ce qu'on regarde là, c'est comme en instantané, comme avant il y avait des polaroïdes, on prend une photo, schlac, on l'a tout de suite, on peut la voir, c'est une représentation instantanée d'un mouvement perpétuel, puisque le monde n'a ni commencement ni fin, ça toutes les traditions le disent, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Je peux parler de ces chercheurs russes qui se sont demandé ce qu'il y avait avant l'énergie, il y avait l'information, mais avant l'information, il y avait quoi? On ne sait pas. Donc ça, c'est un mouvement perpétuel que l'on va isoler avec notre conscience, limité à ce que l'on peut voir avec nos yeux et ce que l'on peut interpréter avec notre cerveau. Est-ce que vous savez quelle quantité, quelle capacité de notre cerveau on utilise? Les enchères sont de 10%. Et sur ces 10%, on utilise 99% de notre cerveau gauche, rationnel, cartésien, mathématique, logique, etc. Notre cerveau droit, on l'utilise très peu. Vous ici, vous êtes là parce que vous vous posez des questions et que vous avez envie d'accéder à ces perceptions extrasensorielles dont je vais vous parler.
qui sont perceptibles grâce au cerveau droit. Et notre culture, notre civilisation, et en particulier l'Occident, et maintenant aussi l'Orient commence à être matérialiste, est complètement construite sur une logique cerveau-gauche. Donc ces 10% de la réalité avec un grand R sont interprétés par 10% de notre cerveau. Ça ne fait pas grand-chose pour le visible. Donc l'invisible, c'est tout le reste. D'accord? Alors les chakras. Nous sommes des êtres d'accord? On va y aller plus franchement. Multidimensionnel. Pourquoi? Parce qu'on est construit donc avec ces chakras qui sont des roues d'énergie qui distribuent l'énergie dans des corps, différents corps. On a 7 corps en tout. Le corps physique, il reçoit l'énergie qui est distribuée par le premier chakra, qu'on appelle le chakra racine. Le corps éthérique qui est à peu près à 7 cm de notre corps physique, c'est notre moule énergétique, notre pile. C'est comme l'appareil photo, il faut vous brancher la pile. C'est celui qui est alimenté par le deuxième chakra, que les Japonais appellent le hara, que les Chinois appellent le tantien inférieur, et que les Indiens appellent le deuxième chakra, Svadhisthana. Muladhara, Manipura. Le troisième chakra, il distribue l'énergie dans notre corps astral, émotionnel, qui est à peu près à 20 à 30 cm de notre corps physique. Le quatrième chakra, qu'on appelle aussi le chakra du cœur, Anahata, il distribue l'énergie dans notre corps mental, qui est à peu près à cette distance-là. D'accord? Ensuite, on a encore un corps causal, qui est beaucoup plus loin, qui est à peu près à 1,50 m de notre corps physique, on ne peut pas le toucher. Le dernier corps qu'on puisse toucher soi-même, c'est le corps mental. Vous allez voir, ce n'est pas pour rien. Donc le corps causal qui engramme toutes nos vies antérieures, toutes nos mémoires, qui relie au rein. Donc si vous avez à un moment donné un problème au rein, c'est que vous avez une mémoire causale qui descend. Et le sixième chakra, donc Ajna, le troisième œil, qui se situe ici, qui est connu dans toutes les traditions. Toutes les traditions parlent du troisième œil, du sixième chakra. Lui, il nous relie à notre corps atmique, à notre âme. C'est-à-dire que dans les traditions où on imagine qu'à notre mort, l'âme sort du corps comme une petite colombe qui s'échappe, c'est totalement faux, c'est erroné, c'est le contraire. On est dans notre âme, c'est pas notre âme qui est dans nous. Notre corps physique, c'est un peu comme le noyau d'un abricot, et l'âme, ce serait la peau. En Inde, on dit, il a quitté le corps. Oui, c'est ça. Tout le contraire de ce qu'on dit ici. Tout le contraire de ce qu'on dit ici. Et donc, le septième chakra, qui est violet là, par rapport à notre spectre électromagnétique, c'est celui qui vibre à 3900 angstroms. Angstroms, c'est les mesures de l'énergie, la fréquence. Eh bien, il nous relie au tout. À ce tout qui peut être symbolisé par non pas cette vague, non pas ce Tao, mais ce qu'il y a au-delà du tableau. Le tout, c'est Dieu, c'est le Tao, c'est le cosmos, c'est l'univers, c'est tout ce que l'on peut, pas imaginer, puisque généralement notre imagination est très limitée par rapport. Donc ce tout, ce septième chakra, le chakra coronal, nous permet, grâce à la méditation, grâce au centrage, à l'alignement, quand on fait vibrer ce chakra-là, on peut se connecter à des hautes entités, par ce chakra-là ou par le chakra du cœur. Parce que ce sont deux portes transvibratoires. On va voir après comment. Donc on a défini le visible, on a dit qu'on était des êtres multidimensionnels, on a plusieurs dimensions. À quoi ils nous servent tous ces corps? Ces corps, ils nous servent de filtre
C'est-à-dire que l'énergie qui descend du cosmos, du ciel, l'énergie qui monte de la Terre, ces énergies sont tellement puissantes qu'elles ont besoin d'être filtrées, d'être adaptées à la vibration matérielle. Puisque vous avez compris que notre réalité tangible, matérielle, elle est aussi de l'énergie, d'accord? Tout est énergie. Mais la matière, ce qu'on peut toucher, vibre à une fréquence plus basse que l'esprit. Hein? Matière, esprit. Mais finalement, si vous regardez ce schéma, c'est la même chose. Simplement à un niveau de fréquence différente. D'accord? Donc ces corps nous servent à filtrer et à adapter la puissance de l'énergie, des énergies cosmotelluriques, pour que notre corps ne soit pas agressé par la puissance de ces énergies. Aujourd'hui, on parle de la géobiologie. C'est donc le thème du stage que j'anime demain, ici même. À quoi sert la géobiologie? Elle sert justement, dans un lieu, à réguler, adapter ces énergies cosmotelluriques à notre corps physique. Parce que notre corps physique est une cellule de la Terre. D'accord? Ça, on en a tous conscience. Enfin, il faudrait. Et cette Terre, elle aussi, elle vibre. Elle a une fréquence vibratoire. Notre pouls va nous donner notre fréquence. D'accord? Le pouls de la Terre, on appelle ça la fréquence Schumann. C'est-à-dire que c'est la fréquence fondamentale de vibration de la Terre. La Terre est vivante, on le sait. Si on fait un peu de jardinage, on s'en rend compte. Donc cette fréquence Schumann, cette fréquence vibratoire de la Terre, nous sommes adaptés à cette fréquence, comme nous sommes adaptés à la fréquence du ciel. Il y a 2 fois plus d'énergie cosmique qui descend que d'énergie tellurique. C'est le rapport de 2 sur 1. Et dans certaines zones de votre maison, de votre camping, ou peu importe, votre lieu de travail, il peut y avoir des zones où la terre est particulièrement perméable. Par exemple, s'il y a des failles, des réseaux souterrains, des rivières souterraines, ce qu'on appelle des puits souterrains, ou une terre sablonneuse, perméable, à ce moment-là, cette énergie tellurique, elle va monter en force et elle va agresser le corps physique. C'est pour ça que les anciens mettaient ce qu'on appelait des menhirs ou des pierres levées sur la terre, puisque ces menhirs ou ces pierres levées servaient d'antenne pour capter l'énergie du ciel. L'énergie du ciel, elle est positive, l'énergie de la terre, elle est négative. Donc il fallait équilibrer ce positif et ce négatif, de la même manière que dans notre corps, on va équilibrer par l'acupuncture. C'est le même principe. La géobiologie, c'est l'acupuncture de la terre. C'est-à-dire que s'il y a trop d'énergie négative à un endroit, ce menhir qu'on va positionner à cet endroit-là aura exactement le même effet qu'une aiguille d'acupuncture qu'on va positionner sur un point d'acupuncture. C'est le même but, mais au niveau de la terre. D'accord? Ça va permettre de réguler la puissance, la différence de potentiel entre l'énergie cosmique et l'énergie tellurique. Donc nos corps subtils et nos chakras servent à adapter ces fréquences, ces énergies cosmotelluriques, pour que notre corps soit en harmonie. Or, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui soit en harmonie, à cause de notre alimentation, à cause de nos téléphones portables, à cause des fours micro-ondes, à cause des ordinateurs, à cause de tous les satellites qu'on a éjectés dans l'espace, à cause du béton qui nous environne, à cause des lignes haute tension, à cause de la dégénération de notre alimentation. Tous ces paramètres, tous ces conditionnements aussi au niveau de notre mental, ont fait qu'aujourd'hui, on n'est plus en harmonie. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est coupé. On est coupé de ces énergies célestes, on est coupé des énergies terrestres, et donc on est un petit peu comme des enfants abandonnés, hein, qui recherchant à retrouver notre paternité céleste, notre maternité
toutes les traditions appellent la terre notre terre-mère. Hein. Et dans beaucoup de traditions également, le ciel c'est le Père divin, le Père céleste. Même dans le taoïsme, hein, c'est pas propre aux religions occidentales, c'est vraiment global dans toutes les traditions. La terre c'est notre mère nourricière. Tout ce que vous mangez dans votre assiette vient de la terre, absolument tout. Donc, ces corps subtils, lorsqu'ils sont pollués, lorsqu'ils sont parasités, lorsqu'ils sont endommagés, lorsqu'ils sont trop éloignés de notre corps physique, par exemple, après avoir pris l'avion, quand on prend l'avion, notre corps n'est pas fait pour voler à 1000 km/h. À ce moment-là, nos corps subtils, ils font comme... comment tu dis? Ils se décalent. Ils se décalent, merci. Ils se décalent, et donc du coup, on devient plus vulnérable. Hein, donc on prend un coup de froid en prenant le bateau. Alors, ce qui est important, c'est de bien connaître le fonctionnement énergétique de nos corps, de nos chakras. On n'est pas que de la matière. Loin de là, la matière représente 10% de notre réalité. Et même cette matière, si vous la regardez avec un microscope électronique hyper puissant, qu'est-ce que vous allez voir? Vous savez ce que vous allez voir? Des failles. Hein? Des failles, Des failles? du vide. Du vide. Du vide. Ah, le vide. La matière est composée, notre corps est composé de cellules qui sont composées de molécules qui sont composées d'atomes. Si vous comparez un atome à un terrain de football, un atome est composé d'un proton, c'est-à-dire un noyau qui est positif, et d'électrons qui tournent autour à des vitesses phénoménales, 10 puissance 25, c'est phénoménal, et le reste c'est du vide. Et si on comparait un atome à un terrain de football, le noyau, donc la seule particule matérielle de l'atome, représenterait le ballon. Tout le reste c'est du vide. Ce ne sont que des électrons qui se percutent à des... Et alors c'est important de comprendre que ce vide est finalement la seule réalité de nos corps physiques, de nos corps subtils. Et ce vide n'est pas vide de rien. Il est vide matériellement, mais qu'est-ce qu'il y a en face de la matière? Il y a l'information. Hein? Là, on est dans la matière, le corps. Là, on est dans l'information ou l'esprit. Donc, qu'il s'agisse de notre corps physique, du poireau qu'on a dans notre jardin ou du petit toutou qu'on rencontre sur la place, cette matière est faite de vide qui est pleine d'informations. Ça devient compliqué là? Je sais pas, je vois la tête de Sandra, ça commence à fumer, ça va? Ok. Donc nous sommes des êtres multidimensionnels, emplis d'informations. Cette information, c'est quoi? Alors au niveau du corps physique, ça va être des échanges biochimiques qui sont gérés par la force électromagnétique, qui est en plus petit dans notre corps ce que sont les forces cosmotelluriques au niveau de Gaïa, de la Terre. Hein? Ces deux forces-là, cosmiques, telluriques, je vous disais qu'on cherchait en permanence à équilibrer ces deux forces dans notre corps inconsciemment. C'est quelque chose qui se fait naturellement. Dans notre corps, ça va générer la force électromagnétique qui va être à l'origine de tous les échanges biochimiques de notre corps. Là, on est dans le physique. Ensuite, lorsqu'on va s'éloigner un petit peu de notre corps physique, je vous ai dit, il y a un corps éthérique. Lui, c'est uniquement de la force électromagnétique. C'est-à-dire que c'est de l'électricité, un voltage particulier, hein, qui est constitué de milliers, on dit en Inde 72 000 nadis. Ce sont des circuits électriques qui sont comme ça autour de notre corps. On est environné d'un moule, votre forme physique, la même, mais
que de l'énergie. Ensuite, notre corps astral ou émotionnel, c'est simplement de l'information au niveau de notre vécu émotionnel. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vécu depuis notre plus tendre jeunesse est engrammé, mémorisé sur ce corps émotionnel sous forme donc d'informations. D'accord? Les mémoires, ce qu'on appelle les mémoires. Ensuite, notre corps mental, lui, il est informé par tout ce que nous produisons au niveau de notre mental. Et là, ça commence à devenir grave. Parce que notre mental, il est conditionné par nos croyances, par nos formes pensées, par notre logique cartésienne, par tout ce qui est aujourd'hui notre réalité qui représente, rappelez-vous, 10% de la grande réalité avec un grand R, et qui n'est géré que par 10% de notre cerveau. Donc, on produit, tenez-vous bien, 65 000 pensées par jour, dont 5% uniquement sont nouvelles. C'est-à-dire que tous les jours, on produit un nombre incalculable de pensées totalement inutiles, répétitives, qu'on n'utilise pas. Même quand on dort, parce que Même quand on dort. Tout à fait. C'est 65 000 et on n'utilise que 5% de nouvelles. On produit 5% de nouvelles pensées. Tout ça, c'est des chiffres avérés scientifiquement. Hein. Je n'invente rien. Donc, où est-ce que je voulais en venir? Le corps mental. Et ce corps mental, rappelez-vous, pour l'instant on va s'arrêter là, il est relié au 4e chakra. Alors là, ça commence à devenir intéressant. Du visible à l'invisible, suivez le guide. L'invisible, on l'a vu, c'est 90% de notre réalité. D'accord? A priori, on ne peut pas le voir avec nos yeux de chair, puisque nos yeux de chair ne peuvent voir que ces 10% qui représentent le spectre lumineux. Avec quoi on va pouvoir voir ces 90% de la réalité? Double cosmique, non? Qui a parlé du cœur? Du cœur, c'était pas ça. C'était toi. Donc, effectivement, on va pouvoir sentir, voilà, le ressentir. Avec notre 3e œil, on va pouvoir voir en clairvoyance de l'information que l'on va traduire avec notre cerveau, droit de préférence, en images. C'est ce qu'on appelle la clairvoyance. Avec cette sphère du 5e chakra jusqu'au 7e chakra, on va pouvoir entendre, puisque ce chakra est relié à la sphère ORL. Entendre en clairaudience. C'est ce que fait un canal spirituel. Il entend des hautes entités spirituelles. Un médium va entendre des entités spirituelles qui sont situées sur un autre plan. On va voir après les plans de conscience différents. Ça va, je ne bouge pas trop, je ne vous donne pas le tournis. Donc, ce 4e chakra, il est important parce que c'est la dimension de notre existence qu'il nous est aujourd'hui urgemment demandé de mettre en fonction. C'est le chakra du cœur. Ce chakra du cœur, il symbolise, il initie, il représente, il fait vibrer, forcément, puisqu'il est relié au cœur, l'amour. Mais pas n'importe quel amour, pas l'amour conditionnel, je t'aime si tu m'aimes, je t'aime si tu m'apprécies, je t'aime si tu reconnais ma valeur, etc. L'amour qu'on appelle inconditionnel. Et qui est venu, il y a 2000 ans, nous parler d'amour inconditionnel? Yeshua. Donc, Jésus, il y a 2000 ans, a ouvert une porte, hein, tu parlais de porte aussi, l'ouverture des portes, il a ouvert une porte avec l'air du poisson. L'air du poisson, il y a 2000 ans, c'était théoriquement destiné à impulser à l'humanité un élan d'amour et de compassion.
puisque ce chakra du cœur, là aussi, dans toutes les traditions, lorsqu'on salue, on met la main sur cette zone-là de la poitrine. Le chakra du cœur, il n'est pas à gauche comme le cœur physique, il est au centre de la poitrine, c'est cette zone-là. Et ce chakra du cœur est situé exactement à l'intersection entre deux axes. Entre notre axe vertical, dont on parlait tout à l'heure, tertiel, cosmotellurique, électromagnétique, hein, et notre axe horizontal, lorsqu'on ouvre les bras. Lorsqu'on ouvre les bras, en général, c'est pour quoi faire? Pour embrasser, hein, pour prendre quelqu'un dans nos bras. Donc, pour embrasser en tenant la personne qu'on aime sur le cœur. Donc, cette notion de embrasser, cette notion d'ouverture du cœur, elle est vraiment reliée à le croisement, l'intersection entre notre axe vertical, qui est l'axe de notre incarnation. Hein, on descend, on est des êtres de lumière et d'amour qui nous sommes incorporés dans un corps de chair. Ça, on en a conscience. Et cet axe horizontal qui nous relie à quoi? À l'humanité, à la terre, aux autres, hein, à l'horizontalité. Donc ce chakra a toute son importance. Mais à quoi on a dit qu'il était relié? À notre corps mental. Et alors ça, c'est ce qui pose justement le problème, c'est que lorsque ce cœur a été troublé, a été affecté, a été mis en difficulté dès notre plus jeune âge, par réaction de bon sens, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a fermé. Et on l'a tellement fermé dans nos civilisations occidentales qu'on a fini par organiser le monde extérieur mentalement pour compenser ce désordre intérieur, ce trouble intérieur, ce traumatisme. D'accord? Donc, plus on a le cœur fermé, plus on construit un mental puissant. C'est une réaction de bon sens, de logique. Il faut absolument que chaque chose soit dans sa petite case, que chaque chose soit rangée dans un tiroir. On sectorise, on sépare, on divise, on rationalise, pour compenser cette peur d'aimer ou d'être aimé. C'est toujours une peur qu'il y a derrière. Quand on ferme la porte, c'est qu'on a peur d'être agressé. C'est normal. Donc aujourd'hui, alors soit on a construit un mental puissant, soit, si on n'a pas la force de structurer un mental puissant, on se positionne en victime. Hein, on fonctionne en mode victime. Voilà, là, qu'est-ce qui m'est tombé encore sur le dos? Je ne peux pas payer mes factures, je n'ai pas de travail, le RSA, le machin. Et ça, c'est aussi encouragé par le système économique, le système social, le système politique. On victimise, et puis on donne dans les informations télévisées des informations totalement anxiogènes, les gens sont dans la peur, ils se renferment, donc soit ils continuent à construire un mental puissant, soit ils sont victimes de la vie. Donc ils n'ont pas leur force intérieure, là, ce que les Chinois appellent le Tantien, le Hara des Japonais, cette vitalité qui nourrit notre pile énergétique, elle vient de là. Et ça, on est complètement sclérosé par ce monde extérieur qui représente une toute petite portion de la réalité, mais qui en plus est sclérosé et conditionné par notre mental qui est façonné à l'image de ce qu'on veut nous faire penser, ce qu'on veut nous faire croire. C'est terrible. Mais il y a quand même des solutions. On ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout. Alors, est-ce que vous savez que notre Terre, vous savez à quelle allure tourne notre Terre sur elle-même? Un petit peu, parce qu'on a beaucoup parlé de l'humain, donc je vous ai dit qu'on était une petite cellule de la Terre, Gaïa, notre mère, notre maman, le ciel, le papa, mais notre mère, est-ce que vous savez dans quoi elle baigne? À quelle allure elle tourne sur elle-même? Très vite, mais ça ne dit pas grand-chose. Oui, c'est 24 heures, en 24 heures, on fait le tour. En 24 heures, on a fait le tour. Oui, mais... Est-ce qu'elle tourne pas plus vite qu'avant? Elle tourne moins vite qu'avant. Elle tourne moins vite Elle qu'avant. tourne moins vite qu'avant. Elle tourne à 264 km/h.
à peu près. Non, 27 km/h. 464 mètres secondes. Donc ça fait 27 km/h. Sur elle-même. 24 heures, c'est le temps qu'il nous faut pour avoir la sensation que le soleil bouge. Mais c'est nous qui bougeons. Mais on bouge à une allure impressionnante. Sur nous-mêmes. 27 km/h. Mais la Terre tourne autour du soleil. Vous savez à quelle allure? La Terre tourne autour du soleil à 28 km/s, c'est-à-dire 108 000 km/h. On tourne sur nous-mêmes à 27 km/h. On tourne autour du soleil à 108 000 km/h. Et le soleil, lui aussi, bouge, puisque tout bouge. Il tourne autour de la galaxie à 20 km/s, c'est-à-dire à 1200 km/h. Donc nous, on tourne sur nous-mêmes, on tourne autour du soleil, le soleil tourne autour de la galaxie, et la galaxie se déplace à 600 km/s, c'est-à-dire 2 160 000 km/h. Qu'est-ce que t'appelles la galaxie? La galaxie, c'est cette petite chose-là, notre galaxie. Non, ça c'est notre système solaire, d'accord? Qui se trouve à un tiers de l'extrémité de notre galaxie, qui, si on la regarde en tranche, ça donne ça, la galaxie. Si on coupe cette tranche-là et qu'on regarde, c'est la Voie lactée. Vous avez déjà essayé de compter le nombre d'étoiles dans le ciel? Bon, il y en a probablement autant que de cellules dans notre corps, il y en a plusieurs milliards, 100 000 millions, 2000 milliards. Donc notre galaxie, elle se présente exactement comme un chakra. Là, il est comme ça, on a mis une pastille rouge. En fait, le chakra, vous voyez les petits trucs qu'ils ont, les enfants qui font du vent, là? Ça ressemble à ça, un chakra. Ça ressemble à une galaxie. D'accord? Donc, notre monde visible, qui nous donne l'impression d'être là, tranquillement assis sur une chaise, file à une allure incommensurable dans l'espace vide, de plein. Et ça, c'est notre perception du visible. Donc on est toujours là dans une illusion d'optique impressionnante. D'accord? Et donc tu disais que la Terre met 24 heures à tourner sur elle-même, mais est-ce que vous savez qu'il faut aujourd'hui régulièrement réajuster l'horloge atomique qui se trouve quelque part au Nouveau-Mexique? Parce qu'on tourne de moins en moins vite. C'est pour ça que le temps on a l'impression qu'on fait 2 fois plus de choses en une journée qu'avant. Ça peut être aussi une impression, il y a des gens qui ont l'impression que tout va plus vite, mais parce qu'on tourne plus lentement. Et le fait de tourner plus lentement va augmenter la fréquence fondamentale de la Terre, qui se mesure en Hertz, d'accord, qu'on appelle la fréquence Schumann. Il y a à peu près une centaine d'années, cette fréquence était de 7,8 Hertz. Aujourd'hui, elle atteint presque 13 Hertz. Et lorsque cette fréquence fondamentale augmente, ça veut dire que les vibrations de la Terre augmentent. Ça veut dire que nous, en tant qu'organismes vivants appartenant à cette Terre, comme des cellules de la Terre, notre fréquence vibratoire est obligée aussi d'augmenter, en résonance avec la fréquence fondamentale de la Terre. Nous sommes indissociables de la Terre. D'accord? Donc il y a 2 phénomènes là. Si la vitesse diminue, Oui. on devrait baisser la fréquence. Hein. Oui, Non. mais voilà, c'est ce que je comprends Ouais, pas c'est moi pas non logique, plus. hein, Oui. physiquement. Là, oui. Comment tu C'est l'expliques? complètement logique physiquement. Vous savez comment on produit l'énergie magnétique? Vous savez comment la Terre produit son énergie magnétique ou pas? Oui. La Terre est constituée d'un noyau de fer et de nickel, un magma, autour duquel il y a un noyau extérieur. Ensuite, il y a le manteau qui fait plusieurs milliers de kilomètres. Ensuite, il y a la croûte terrestre. C'est la rotation de ce noyau interne sur le noyau externe qui produit l'électricité électromagnétique. D'accord? Vu que cela diminue, la fréquence augmente parce que le nombre d'électrons qui se déplacent
va, comment dire, c'est le phénomène de la radioactivité. C'est-à-dire que lorsqu'une matière change de nature, il y a des électrons qui s'en vont. D'accord ? C'est-à-dire que, par exemple, le phénomène radioactif qui nous fait passer de l'uranium-235 à l'uranium-234, c'est une perte d'énergie. En fait, c'est une perte d'énergie. Le fait qu'elle tourne moins vite, c'est la dynamo de la Terre qui tourne moins vite. C'est comme si tu fais du vélo, tu pédales moins vite, tu auras moins d'électricité. Ça te paraît logique. Oui, ça oui. Voilà, c'est pareil. La Terre, c'est une dynamo hein, qui produit cette énergie magnétique, qui produit un champ magnétique hein, qui est en train de diminuer. Ce champ magnétique diminue et la fréquence augmente. C'est scientifiquement prouvé. D'accord ? La fréquence, c'est le nombre d'oscillations à la seconde. D'accord ? Donc ce nombre d'oscillations augmente depuis une centaine d'années et est en train de passer de 7,8 Hz à 13 Hz. Et il est prouvé scientifiquement aussi que lorsque ce champ magnétique va diminuer, lorsque la fréquence fondamentale de la Terre sera à 13 Hz, la Terre va s'arrêter de tourner. Et c'est pas, il y a des courants qui disent que c'est arrêté de tourner déjà là le 21 décembre pour repartir. Non, parce que lorsqu'elle va s'arrêter de tourner, on va avoir une journée de 3 jours. Où, voilà, d'un côté de la Terre, ce sera la nuit pendant 3 jours, de l'autre côté de la Terre, ce sera le jour pendant 3 jours. Je vous ai expliqué tout ça pour ne pas avoir l'impression, les gens se disent si la Terre s'arrête de tourner, on va tomber. Nous, non. Les satellites, peut-être. On va se les recevoir. On risque de se les recevoir. Mais vu que on est tous, toute la galaxie est en mouvement, tout le système solaire est en mouvement, donc tout ça, c'est interactif. Hein. La Lune, il y aura probablement des changements dans notre relation à la Lune, puisque la Lune, elle est là, elle est complètement interreliée à nous. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que lorsque la Terre va s'arrêter de tourner, elle va partir dans l'autre sens. Et ce qui va s'inverser, c'est quoi? C'est les pôles. C'est sa polarité. Voilà. Hein, c'est-à-dire que le pôle Nord va être le pôle Sud et le pôle Sud va être le pôle Nord. Ce qui ne veut pas dire qu'elle va basculer à 180 degrés. C'est simplement là aussi une notion d'électricité. Donc si vous connaissez un électricien dans votre environnement, vous lui demandez si vous avez une barre de fer dans laquelle vous faites passer... Ce sont les pôles magnétiques n'ont aucun rapport avec les pôles géographiques. Non, voilà. Et on peut avoir à un moment donné plusieurs pôles nord, plusieurs pôles sud dans et l'histoire. Les pôles magnétiques se déplacent actuellement de 40 km par jour. Vous allez voir qu'il y a une raison pour laquelle je vous raconte tout ça. Hein. Ce n'est pas pour vous embrouiller, ne vous inquiétez pas. C'est par rapport à notre sujet. Donc, si vous avez une barre de fer comme ça, autour de laquelle vous faites passer, par exemple, un fil de cuivre, et que vous impulsez le passage de l'énergie des électrons dans ce sens-là, on aura ici du négatif, ici du positif. La même barre de fer avec le même fil de cuivre entouré autour, si on envoie l'énergie dans ce sens-là, on va inverser la polarité. D'accord ? C'est ce qui va se passer pour la Terre. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'à ce moment-là, donc la Terre va tourner dans l'autre sens. Là, qu'est-ce qui va se passer? Alors on va maintenant un petit peu parler de notre système solaire. Le soleil va se lever à l'ouest. Voilà, le soleil va se lever à l'ouest et se couchera à l'est, tout à fait. Mais notre système solaire, vous le connaissez, partant du soleil, parce que nous on est un petit organisme dans l'univers. Donc notre système solaire, c'est un petit peu notre famille. Hein. La Terre c'est notre maman, et puis il y a les cousins, les oncles, les tantes, ok. Est-ce que vous connaissez le positionnement des planètes par rapport au soleil? Leur ordre, tu veux dire? Oui, on a le soleil, Oui. ensuite La lune. non.
Mercure, Vénus. Vénus, la Terre, la Terre, Mars, Jupiter et Saturne. Très bien. Donc je les ai dessinés là. Et bien sûr, dans toutes les langues et dans toutes les traditions, lundi c'est le jour de la Lune, mardi c'est le jour de Mars, mercredi le jour de Mercure, jeudi le jour de Jupiter, vendredi le jour de Vénus et samedi le jour de Saturne et dimanche le jour du Soleil. Je parle plusieurs langues asiatiques et même dans les langues asiatiques, on a la même correspondance. Or, on a donc la Terre qui se situe entre Mars et Vénus, d'accord? Avec son petit satellite, la Lune, d'accord? Est-ce que vous savez dans quel sens tournent les autres planètes? Nous, on tourne, vous savez dans quel sens? Lorsque vous videz votre lavabo, est-ce que vous avez déjà observé le tourbillon que fait l'eau en se Les vidant aiguilles d'une montre. Hein? Les aiguilles d'une montre. Dans le sens inverse des aiguilles de montre. C'est l'inverse? Dans l'hémisphère nord. Donc le contraire dans l'hémisphère sud. L'hémisphère sud, c'est dans l'autre sens. Voilà, dans l'hémisphère sud, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans l'hémisphère nord, c'est dans le sens inverse. C'est logique. D'accord? Là, c'est dans le sens inverse. Donc là, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, nous, on tourne dans ce sens-là. Toutes les autres planètes aussi. Sauf... Il y a une seule planète dans notre système solaire qui ne tourne pas dans le même sens que toutes les autres. C'est le Soleil? Non. Jupiter. Non. C'est Saturne. Oh, Mars. Vénus. Ah, Vénus est une anomalie dans notre système solaire, elle tourne dans l'autre sens. Et c'est pas pour rien que je vous dis ça. Alors vous mémorisez bien ce schéma, d'accord? On a Saturne qui est rouge. Là je l'ai dessiné en rouge, elle n'est pas rouge. Hein. Jupiter qui est orange, Mars qui est rouge. Non, d'ailleurs j'aurais dû la faire en jaune, mais j'avais pas de jaune. La Terre, Vénus, vert, Mercure. Alors, dans toutes les traditions... Vénus, c'est le cœur, c'est l'amour. Ouais. Dans toutes les traditions, donc, ces chakras, en particulier en Inde, sont reliés à des métaux alchimiques et à des planètes. D'accord. Le premier chakra est relié à Saturne, qui nous ancre en terre, qui nous enracine, la notion de temps. Le deuxième chakra est relié à Jupiter, c'est l'expansion, c'est notre chakra qui nous permet de nous reproduire, hein, parce que c'est le chakra de la sexualité. Le troisième chakra est relié à Mars, le dieu de la guerre. Là, on a notre petite terre. Vous allez voir, ce n'est pas anodin. Pourquoi elle se situe là? Ensuite, on a Vénus, le chakra du cœur, qui est relié au cuivre, le métal le plus conducteur. Ensuite, on a Mercure. Ensuite, on a la Lune avec le sixième chakra. Pourquoi la Lune, on la met là alors que c'est le satellite de la Terre? Parce que lorsque les anciens, tout ça, c'est à 7000 ans, à l'Ayurveda, donc lorsque les anciens ont établi ces correspondances, en face du Soleil, hein, puisque là, l'âme est Dieu, l'âme est Brahma, l'âme est le cosmos, peu importe, représente le principe féminin spirituel et le principe masculin spirituel. Alors on a la terre, le ciel, c'est là que ça se situe. Donc en face du soleil et de l'or, qu'est-ce qu'on pouvait mettre comme principe féminin? Le deuxième luminaire que l'on a dans le ciel, c'est la lune. Hein, la lune, la nuit, la féminité, l'intériorité, le soleil, l'expansion, le jour et la chaleur. Donc la lune est associée au troisième œil, au sixième chakra. Et notre petite Terre, là, elle se situe exactement entre Mars et Vénus. Mars, c'est quoi? C'est le dieu de la guerre, c'est l'agressivité, c'est la violence. Et Vénus, c'est la déesse de l'amour, c'est la douceur, c'est la paix. Donc, dans notre système solaire, nous sommes situés entre le dieu de la guerre et le dieu de l'amour, la déesse de l'amour. Et ce qui est en train de se passer actuellement, que toutes les traditions ont annoncé comme étant le sixième monde, l'apocalypse, le nouvel âge, la transition, c'est le passage de la Terre à une autre fréquence vibratoire, à un autre sens de rotation, qui va se syntoniser à Vénus. Et notre rôle à nous, parce qu'aujourd'hui, on est tous très embêtés. On est tous très embêtés, pourquoi? Parce qu'il y a les forces telluriques,
les forces de la chute. Hein? La chute, c'est ça. L'incarnation, l'incorporation des êtres de lumière qui se sont incorporés dans un corps de chair. Pour ça, il a fallu lester. Hein? On s'est lesté avec quoi? Avec de la matière, avec un tas de corps qui nous embarrasse un petit peu, parce que le corps émotionnel, on n'en est pas sorti, et ce corps émotionnel, il est relié au 3e chakra, il est relié à Mars, il est relié au rapport de force, au toi tu m'as dit ça, moi je te fais ça, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, c'est ça, le 3e chakra, c'est l'ego. Et on nous demande, l'univers nous demande, le cosmos, le système solaire nous demande de passer au 4e chakra, à Vénus. Et on n'a pas le choix, puisque c'est en train de se faire, sans nous ou avec nous. Or, nous, là, aujourd'hui, nos vibrations aussi, elles augmentent. Et elles augmentent de plus en plus. Et du coup, on est tiraillé entre cet émotionnel, ce corps-là qui, des fois, nous embête, on a mal là, on a mal là, et cette ascension, hein, puisqu'on parle aussi d'ascension, résurrection, transition, qui nous tire vers le haut. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça fait mal. C'est comme quand on passe de l'eau pure dans un tuyau rouillé. D'abord, tout ce qui sort, c'est la rouille. Hein, c'est tout ce qui fait mal, c'est tout ce qui nous gonfle, c'est tout ce qui nous alourdit, c'est tout ce qui nous embarrasse. Mais on a des aides. On a des aides parce qu'aujourd'hui, on n'est pas seul. On le sait. Donc ces énergies cosmiques et ces énergies telluriques sont toutes les deux vivantes. L'énergie, c'est la vie. C'est de la conscience, c'est de l'intelligence. La vie, c'est de l'intelligence à l'œuvre, silencieuse. Cette intelligence au niveau tellurique, c'est les elfes, c'est les élémentaux, c'est Agartha, c'est tous ces mondes vibratoires qu'on ne voit pas avec les yeux de chair, mais qui existent dans ces 90% qu'on ne peut même pas percevoir, avec nos 10% qu'on utilise à peine. Ce sont des mondes qui œuvrent à équilibrer tout ce bazar cosmique. En haut, puisqu'on a dit que le ciel c'est 2, sur la terre c'est 1, c'est le rapport du nombre d'or. Hein, c'est l'ère du Verseau aujourd'hui. Depuis mars 83, on est passé à l'ère du Verseau, l'abstraction. Comment on peut dire ça? Le changement. L'ère du Verseau, c'est le changement. On a 2 fois plus d'aide au niveau cosmique qu'au niveau tellurique. Au niveau cosmique, il y a Shambhala, il y a les êtres de lumière sur Orion, la constellation d'Orion, notamment avec l'étoile Sirius. On a nos guides dont on va parler, puisque c'est le thème de la conférence, du visible à l'invisible, suivez le guide. Alors le guide, on va le définir. Et avant de définir ce guide, puisque chacun a un guide, on peut aussi appeler son ange gardien, après on a différentes terminologies, il y a aussi des colonies d'êtres de lumière qui aident à l'ascension de la Terre, à cette transition, à ce passage. Hein. Il y a aussi des colonies d'êtres intraterrestres, puis à la surface de la Terre, qui aident à ce changement, notamment en nous produisant de magnifiques crop circles. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est d'une beauté indescriptible. Et moi, j'ai demandé un jour en communiquant avec un maître de Sirius, donc après je vous parlerai un petit peu de tout ça. Tu me diras au niveau du timing où on en est. Donc j'ai demandé à un maître de Sirius, parce que moi j'ai toujours été impressionnée par ces crop circles, comment ça se manifestait, puisque tous les scientifiques sont incapables d'expliquer la formation de ces crop circles. J'ai amené quelques photos, vous les regarderez après pendant la pause. Et ces maîtres de Sirius m'ont dit, c'est pas compliqué. Ils m'ont emmené en Agartha. Donc en Agartha, j'ai vu une assemblée d'êtres tout longiligne, tout blanc, autour d'un espèce d'écran avec le globe terrestre là. Et simplement, ils chantaient. Ils chantaient, simplement. Et le son de leur voix émettait une vibration. Là, je suis en train de vous parler, j'émets des vibrations, ça rentre dans votre corps. C'est une information qui réinforme les cellules de votre corps, tout ce que je vous raconte. L'odeur que vous respirez en passant dans une rue avec des jasmins, ça réinforme votre corps.
d'où l'aromathérapie. Hein, ce que vous voyez, ce que vous entendez,